Donc un rapide commentaire du schéma bilan sur les caractéristiques du domaine continental. Donc tout d'abord on observe une différence de densité moyenne avec une densité de 2,9 pour la croûte océanique, principalement composée de basalte et de gabbro, et une densité de 2,7 pour la croûte continentale, principalement composée de granit et de gneiss. Je rappelle que la croûte fait partie d'un ensemble plus vaste, la lithosphère, qui constitue les plaques tectoniques rigides qui se déplacent sur la sténosphère ductile. La limite entre les deux étant la température de 1300 degrés, au-delà de laquelle la péridotite devient ductile, car elle se rapproche de sa température de fusion. Cette croûte continentale, elle est plus épaisse que la croûte océanique, environ 30 km d'épaisseur en moyenne, alors que c'est inférieur à 10 km pour la croûte océanique. Et différents marqueurs géologiques ou indices géologiques traduisent un épaississement progressif au cours du temps de cette croûte continentale. Donc ces marqueurs tectoniques sont les nappes de charriage, les plis, les chevauchements et les failles inverses. Donc des plis qui sont des déformations ductiles à différentes échelles, de la roche à la montagne. Les failles inverses qui sont des déformations cassantes, là encore à différentes échelles, de la roche à la chaîne de montagne. Et les chevauchements et les nappes de charriage qui sont des déformations cassantes de plus grande ampleur, qui correspondent au déplacement horizontal de blocs rocheux plus ou moins importants sur d'autres blocs rocheux le long de contacts anormaux. Alors, pour un chevauchement, le déplacement est moins important que pour une nappe de charriage où il peut être de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres. Et les blocs affectés sont plus ou moins gros, ça peut être une montagne ou ici sur le schéma, pour ce qui est des chevauchements, ça peut être une portion entière de croûte continentale qui en chevauche une autre. Donc on a aussi des indices pétrographiques qui montrent qu'il y a eu épaississement progressif au cours du temps. Un métamorphisme, par exemple les granites qui sont métamorphisés en gneiss lors de leur enfouissement progressif. On observe dans le gneiss une foliation, une orientation préférentielle des minéraux qui correspond à des modifications structurelles au cours de ce métamorphisme. On peut aussi observer de l'anatexie, donc un début de fusion partielle lorsque l'enfouissement entraîne un dépassement du solidus, et dans ce cas-là on observe par exemple des migmatites. Donc tous ces indices montrent que la croûte continentale s'est épaissie progressivement au cours du temps. Cette croûte continentale qui d'ailleurs peut être beaucoup plus âgée que la croûte océanique, puisqu'on a des roches qui avoisinent les 4 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, alors qu'on n'a pas de roches de croûte océanique qui dépassent les 200 millions d'années. Donc cette croûte continentale qui est c'est plutôt la lithosphère continentale qui est en équilibre hydrostatique sur la sténosphère, on parle d'isostasie. Elle a une altitude plus importante du fait d'une part de sa densité plus faible et d'autre part de son épaisseur plus importante. Donc ces deux facteurs contribuant à une altitude plus importante de la croûte continentale, qui aussi peut être plus âgée par rapport à la croûte océanique.